Ça fait longtemps que j'ai pas mis une vidéo en ligne. Je fais une vidéo parce que je tiens à expliquer des petites affaires là, qui vont et viennent depuis plusieurs mois. Et c'est ça, c'est là que c'est là que c'est le temps. En fait, la présence parle jamais d'elle-même. C'est pas la présence, puis c'est pas l'absolu qui parle de lui-même. La présence demande jamais rien, ne fait rien, est le fait d'être. Être présence, c'est un flux, c'est un verbe au continu, en continu qui a lieu présentement. Et ça se raconte pas. Ça parle pas d'elle-même. La présence ne prend pas la parole pour parler d'elle-même. C'est toujours la personne qui parle de l'expérience d'être en tant que présence. Et si j'aborde ce sujet-là, c'est parce que il y a la plus grande croyance qui persiste et que je vois systématiquement partout et qui est en train de complètement bousiller, on va dire, le chemin que les gens empruntent pour une plus grande ouverture à soi, pour une présence plus grande à eux-mêmes ou pour faire l'expérience de la présence qu'on est réellement. Ce monde-là, cet environnement-là est entaché par la plus grande croyance que je vois sans cesse et qui est celle de croire que ce qui est atteint dans l'état de présence consciente, c'est un état où la personne n'existe plus. L'ego, le personnage, peu importe le nom qu'on donne. Et c'est une fumisterie profonde. Être l'état de percevoir en toute conscience et en présence, se savoir être conscient, c'est de l'être-té. Et ça vient pas parler après de soi-même en expliquant ce que c'est et en donnant des exercices à faire pour amener les gens à ressentir ce qu'ils sont. C'est la personne, hein, c'est le thérapeute, entre guillemets, on va dire, qui prend ce rôle-là et qui explique son vécu de se savoir présence consciente ou présence aimante, ou peu importe comment le vécu s'intègre dans le corps. Et je continue quand même de recevoir des courriels, des messages, des rencontres Skype aussi en individuel où les gens me disent « J'ai du mal avec mon personnage, je voudrais qu'il disparaisse. » Les gens croient que l'éveil, à cause qu'ils entendent dire que c'est un état impersonnel, fait complètement disparaître tout ce qui est conditionné, tout ce qui est humain, tout ce qui est du domaine de la personne, de la vie personnelle. Et ça entretient un tas d'espoir et les gens arrêtent de vivre leur vie, s'en veulent, deviennent enragés, saillissent, parce que tout ce qu'ils voient d'eux, c'est l'ego, les émotions, les pensées qui les distraient. Ils ne sont pas capables d'atteindre un état où en eux, c'est vaste, présent. Et ils pensent qu'un doit remplacer l'autre comme si l'autre était un problème, une tare, une erreur.
quand on y pense, quand on le vit. Comment il aurait pu avoir une erreur? Dieu s'étend dans son Fils. Son Fils et lui-même sont l'un, s'étant juste étendu. Le Fils n'a pas besoin de disparaître pour se rendre compte qu'il est le Père. La conscience présente à elle-même n'a pas besoin de disparaître pour se reconnaître en tant qu'absolu. Et le personnage n'a pas besoin de disparaître pour que ce savoir-là ait lieu. C'est sûr que dans l'expérience première, le jour X de la révélation, du retournement, il y a une très grande période de temps. C'est variable de ce que je constate, mais en tout cas, chez moi, ça a été de l'ordre de mois, plusieurs mois d'affilée, en 2010, où c'est que l'impersonnel. Et ça prend un certain temps avant que soit vu le fait, pourtant hyper logique, que c'est pas un contre l'autre. C'est pas la conscience impersonnelle que nous sommes et la vraie affaire et l'autre devait disparaître pour que la vraie affaire ait lieu. C'est faux, c'est pas ça du tout. C'est des modes de vécu différents où l'état d'être est expérimenté de façon différente. Dans le cas de se croire quelqu'un séparé avec des conditionnements, c'est un mode où les choses sont vues de façon intime. Et dans le mode où c'est la présence consciente, les choses sont vues de façon non intime, globale, entière. C'est comme un point de vue fragmenté et particulier versus un point de vue global, unificateur. Et dans ce point de vue-là, il n'y a pas d'ego qui doit disparaître, là, puis ce genre d'affaires-là. Ce qui fait croire ça, c'est parce que ceux qui vivent cet état de présence consciente ne parlent que de ça. N'osent pas parler, je ne sais pas pourquoi, du fait que ça n'a jamais fait disparaître ce qu'on voit comme n'étant pas vraiment soi, c'est-à-dire les conditionnements, les mécanismes qui forment la personne, ce qu'on entend parler comme étant l'ego. Il y a eu une espèce de mal-donne ou de mal-perception sur le fait que c'est bien mieux la conscience impersonnelle que l'ego. Parce que la conscience impersonnelle arrête de souffrir et c'est un vécu où on sait que c'est beaucoup plus juste et vrai comparé au conditionnement de ce qu'on croit être comme personne. Ce point de vue-là fragmenté de la vie de tous les jours avec les souffrances, les problèmes, les émotions, les pensées, les contradictions, les autres qui ont leur vécu, qui souvent sont qui sont contraires à ce que nous on pense, on croit, ces confrontations-là, ces tensions-là, la vie de tous les jours, les enfants, la famille, le travail. Tout ça nous engage de façon fragmentée et personnelle et c'est souffrant quand la réalisation a lieu de l'impersonnel. La souffrance arrête parce que c'est un point de vue global qui n'est pas prenant personnellement, qui n'est pas fragmenté. C'est global et ça a un sentiment très impersonnel, comme si les choses de l'autre côté étaient vues de façon futile, illusoire, comparé à ce qui est réellement je, présence consciente. Et par le fait même, tout à coup, ça devient valable et valorisable et recherché comme étant un état ou un lieu qui va nécessairement être permanent une fois que je l'aurai trouvé. Et ceux qui partagent là-dessus continuent
pour ne pas dire se complaisent, parce que j'en vois de toutes les couleurs, à ne parler que de cet aspect-là et à ne pas parler de l'intégration de ça dans le personnel. Parce que pour eux, ils prônent que le personnel est disparu. J'ai une dame qui vient à mon atelier il y a quelques mois, puis elle est dans tous ses états parce qu'elle est descendue d'un petit bout assez loin en province pour venir me rencontrer. Parce qu'elle fait des rencontres avec une autre personne qui parle d'éveil et de présence impersonnelle, qui est dans l'éveil impersonnel, on va dire. Et elle va chez cette personne-là, et cette personne-là lui fait sa rencontre et tout ça, puis elle me dit, tu sais, Christine, à un moment donné, elle tape du poing sur la table de cuisine en disant « T'en auras plus de maudites émotions, mais que t'aies trouvé ta présence. Mais tu sais ce que t'es, mais que ça se révèle, t'en auras plus de maudites émotions. » Puis elle me dit, elle est fâchée, puis elle frappe ça. Le danger de l'éveil impersonnel, et pas qu'il y a un danger à connaître sa vraie nature, loin de là, mais le buzz qui est jamais vu, c'est que comme, on dirait globalement, on va dire que c'est comme si il y a un conditionnement inconscient qui est en place qui dit que ce qu'on vit à l'humain n'a pas de sens et valoriser l'état de Bouddha. Et on croit alors que l'état de Bouddha est un état permanent qui arrive au profit de l'état humain et qu'il remplace en permanence. Alors que il n'y a pas d'erreur. Quand tu es en train de vivre cet état de présence-là, tu peux juste te rendre compte qu'il n'y a jamais eu d'erreur et l'ego n'a jamais été les conditionnements humains qui façonnent le point de vue personnel. Donc, par le fait même, les aspirations personnelles, les choses qu'on a envie de réaliser, ceux qui veulent travailler ou pas, avoir des enfants ou pas, toutes les choses qui sont du domaine personnel plus fragmenté, avec un point de vue réduit et avec ses conditionnements, c'est comme si c'était vu comme pas bon, dangereux, problématique, mauvais, une erreur. Et pourtant, quand tu vis en tant que présence, tu vois que ça pouvait pas être une erreur. Tu vois que le personnel, le mode personnel que tu pensais que tu étais et le mode impersonnel que tu vois que tu es est un ensemble qui ne pouvait pas être détaché et qui ne pourrait pas être détaché au risque qu'on ne serait pas en train de vivre ce qu'on vit comme expérience. L'impersonnel n'a pas besoin de venir sur Terre. L'esprit pur qu'on est, c'est du non-manifesté dans cette vie-là. Le manifesté, c'est, on va dire, le pendant, l'extension de cet esprit conscient-là, de la présence consciente. Et l'extension, c'est automatiquement personnel. Comment il pourrait disparaître pour que ce soit l'impersonnel qui est dans le non-manifesté pourtant, qui continue l'air de rien? Tu sais, les personnes qui partagent sur la présence consciente que nous sommes et qui disent « il n'y a personne », sont même pas à même de constater que il y a un état de savoir qu'il n'y a personne. Il y a une constatation d'un état différent qui est beaucoup plus global et qui n'est pas fragmenté, puis qui est quand même capable de déclarer qu'il n'y a personne. Il y a donc un savoir. Ce savoir-là, ce n'est pas un objet. C'est le sujet « je ». C'est encore le même état, mais sans les limitations et sans la vision réduite et fragmentée. Mais c'est la même chose. Et tout à coup, depuis que je vois ça, et depuis que j'ai conscience de ça de plus en plus, avec les partages que j'ai des gens, puis tout ça, c'est très dommage parce que je me rends compte que c'est une erreur fondamentale que même ceux qui vivent cette présence consciente-là font. Très souvent, tu sais, Jeff Foster en a parlé.
qui avait réalisé quelque chose du genre comme que l'éveil impersonnel était une planque. Un impasse était un endroit où, en tant que présence consciente, on peut volontairement, sans même s'en rendre compte, parce que c'est un choix qui est très rapide et qui est très à haut niveau, on peut se, se garder en arrière dans ça pour éviter d'aller souffrir en avant. Pour éviter d'aller souffrir en avant. Et ça, c'est pas vu. Et ceux qui frappent sur les poings de la cuisine en disant « t'en auras plus de maudite émotion » puis qui viennent enrager ce faisant, se rendent pas compte qu'ils gardent un état d'arrière-plan pour ne pas souffrir en avant. À un moment donné, peu après l'écriture de mon livre, je me suis sentie très bizarre pendant un bout de temps parce que j'ai voulu arrêter de partager sur ça. J'ai embarqué un peu, sans en prendre conscience tout à fait sur le coup, dans une espèce d'attitude qui me disait « j'ai vécu quelque chose de particulier et je dois le partager ». Et après est venu une espèce de syndrome d'imposteur qui est venu me dire « t'as pas à partager là-dessus parce que ça t'appartient pas ». Et j'ai préféré retirer un peu mes interventions en personne, en Skype, avec les groupes ou même en écrivant parce que j'avais ce sentiment-là bizarre qui me disait que le partage ne fait qu'engendrer et transmettre l'illusion qu'il y a un état d'atteint qui est permanent et à jamais. Alors que la réalité, c'est beaucoup plus que l'impersonnel et le personnel ne peuvent pas être séparés. Quand on se connaît en tant que présence consciente, c'est très différent de ce qu'on pensait être ou comment on se connaissait en tant que perception, moi, fragmentée ou plus réduite, axée sur les conditionnements, Et oui, il peut naître, et il naît très souvent chez tout le monde avec qui je parle par la suite et qui veulent bien être honnêtes là-dessus, naît un sentiment de « wow, en tant que ce que je suis, je voudrais plus jamais retourner dans le personnage, dans le conditionnement, dans ce que c'est comme perception limitée. » Et il y a vraiment un mouvement, on va dire involontaire, mais quand même qui procède de ce que je suis comme conscience, de rester dans cet arrière-plan-là et de plus vouloir aller en avant. Et de me faire croire que ça n'existe pas. Mais ça, c'est tant qu'il n'est pas vu le fait que ça ne pouvait pas être à part. Il n'y a pas l'absolu et quelque chose de mauvais qui a eu lieu à part, appelé personnage, pour lequel on s'est pris, et que notre rôle consisterait à sortir de ça pour qu'il soit éliminé et revenir à jamais en l'absolu. C'est pas comme ça. Si c'était ça, l'absolu aurait fait une erreur. Le parfait, non-duel 1, aurait fait une erreur en se projetant dans le monde manifesté. Comment le 1 aurait pu faire une erreur en venant se manifester dans l'absolu en tant que je suis Christine, avec ses conditionnements d'enfance, son histoire, sa famille, ses ancêtres, son travail, ses aspirations en tant qu'esprit qui se sait être à travers cette personne-là, même quand même, parce qu'on le sait au fond ce qu'on est. Mais ça, quand c'est réalisé ce qu'on est, pourquoi ça disparaîtrait? Pourquoi ça aurait besoin de disparaître? Il y a juste si on a cru ou on croit mieux de vivre dans l'absolu tout le temps sans souffrance qu'on rejette l'autre aspect comme étant un problème et qu'on ne voit pas que finalement, ça fait partie de l'absolu. C'est l'ingrédient secret de l'absolu pour se manifester, c'est d'être une personne avec des conditionnements. Et moi, ce qui se passe plutôt depuis un certain temps, et qui a fait que je me suis tenue beaucoup en retrait,
c'est l'intégration de ça. C'est de prendre conscience que j'ai peut-être voulu, en tant que présence impersonnelle, j'ai peut-être pas vu une préférence dans ces états-là pour celui qui était « je reste en arrière-plan », la personne, c'est de la petite merde, je ne vais plus jamais là-dedans, c'est souffrant, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas les émotions, je suis pas les pensées, je suis pas... Mettez-en, là, ça, il y en a tellement sur Internet des thérapies pour vous enlever de vous-même, là, puis vous faire croire que vous êtes capable de vivre dans cet état-là, enlevé de vous-même à jamais. Je me suis fait à croire ça, surtout dans les premiers mois de 2010, parce que c'est vraiment très prenant et très bienfaisant et très wow, cet univers impersonnel-là, on va dire. Et comme tout le monde, j'ai cru que c'était le Klondike, la vraie affaire. Quand ça a redescendu, j'ai cru avoir fait une erreur. Et j'ai cherché longtemps qu'est-ce que j'ai bien pu faire de pas correct, contrairement à tous ceux qui disent qu'ils sont là-dedans et qu'il n'y a plus jamais personne, alors que c'est juste une mauvaise façon d'expliquer ce qui se passe. Et là, je m'en suis voulu de m'avoir leurré moi-même et de peut-être potentiellement avoir leurré les autres, parce que je partage depuis 2010 sur des choses. Et en 2015, quand est arrivée la fondue de l'aspect impersonnel, quand l'aspect impersonnel a disparu dans l'absolu et qui m'a été permis d'être transfiguré dans la perception de ce qu'est la dualité, j'ai été obligée dans les 2 années qui ont suivi, 2015-19, ça fait 4 ans en fait, pas 2, je suis comme obligée depuis cette étape-là de me rendre compte que c'est pas ce que c'est que je pensais la dualité. C'est pas quelque chose qui est duel dans le sens de contraire, un contre l'autre, un mauvais, un bon, un à racheter, un à obtenir, un à dénier, un à conserver, un à guérir, un à préserver. C'est pas ça. Et là, ça vient tout compliquer ma perception humaine de Christine qui a fait un livre, qui faisait des rencontres et tout ça, parce que je me suis rendu compte que peut-être moi aussi quoique j'ai toujours été lucide dans cet état de présence-là et consciente des leurres et des risques associés au fait de partager, mais ça peut bien que je me suis laissé prendre moi aussi au fait de laisser croire ou laisser percevoir que l'état impermanent, l'état, c'est-à-dire pas impermanent, excusez, mais l'état impersonnel est quelque chose que je vous promets que vous allez atteindre parce que c'est ça la vraie affaire. Ce qu'on est absolu. Et ça, ce n'est pas manifesté dans le plan physique. Ce qui est manifesté dans le plan physique, c'est les états d'être que l'absolu a besoin pour se connaître lui-même. L'état d'être personnel et l'état d'être impersonnel. Les deux joints ensemble sont, on va dire, l'espèce de roue, l'espèce de tour complet de la roue qui est faite et qui permet de se rendre compte que ça n'a jamais été un contre l'autre. Et je suis désolée de voir que c'est encore compris comme étant une planque à atteindre l'impersonnel et que le supposé ego soit une terre épouvantable qui vous pourrit la vie. Oui, c'est souffrant, mais c'est pas une erreur contre l'état personnel qui serait ce que vous êtes vraiment. Vous êtes aussi l'ego. La présence est aussi l'ego et l'ego est aussi la présence. C'est ça la réalisation qui fait que là, je jongle avec ça depuis 4 ans. J'ai écrit le livre en 2015 qui a présenté, on va dire, cette révélation-là comme avec des textes qui portaient beaucoup sur le côté bénéfique, on va dire, de cette réalisation-là, qui n'a pas nécessairement présenté le cheminement et l'aspect de ce que c'est
la dualité et la non-dualité. C'est quoi au juste? La dualité, c'est pas l'ego contre le soi que je suis réellement, et que la non-dualité serait l'ego est disparu et je suis seulement que le soi. C'est pas ça l'unité. L'unité fait pas disparaître quelque chose. L'unité englobe, permet, accueille, entoure, comprend. Quand on se réveille le matin puis qu'on a fait un rêve de nuit, est-ce qu'on le rejette du bout du pied ou on fait juste se rendre compte que ça fait partie de soi puis c'est pas pire que ça? On n'en fait pas tout un plat de notre rêve de nuit. La présence consciente à soi, quand elle est vécue, n'en fait pas tout un plat des manifestations et des mécanismes du personnage dans la vie de tous les jours. Ça s'amenuise. L'importance n'est plus du tout la même. Ça pâlit. C'est vu comme non vrai, non réel. Mais ça ne disparaît pas et ce n'est pas une erreur. Je voudrais tellement que ça soit corrigé chez les gens. Aussi parce que si jamais je me remets à faire des conférences, des ateliers, des trucs ici ou ailleurs, parce qu'on me le demande et je refuse toujours, il faut que ce soit bien clair que j'ai pas le goût de vous faire croire qu'on va faire une belle petite affaire, puis une belle thérapie dans le but de vous faire sentir vivre une méthode ou un état d'être dans lequel il faut rejeter la personne, il faut rejeter les mécanismes. Tu sais, j'en ai vu des amis là, qui ont vécu, qui vivent l'état de présence consciente et il y en a qui ont affirmé à un moment donné dans leurs vidéos ou sur des trucs que j'ai vus en conférence qu'il restait plus d'ego en eux. Puis 1 an plus tard, cette même personne-là disparaît, ferme son compte ou fait une déclaration comme quoi que elle s'était trompée parce que probablement que le tour était pas fait et que c'était resté figé dans un aspect que, en tant que volonté présente à moi-même, consciente, sachant que ce que je suis, c'est bien meilleur que quand je m'amenuise et que je me fragmente dans le petit soi, je vais rester là. Et là, je suis certaine que c'est ça et c'est ça que j'envoie au monde. C'est dur de réaliser que c'est pas ça, la vraie vérité. Parce que c'est une débandade, là. C'est comme l'usurpateur, c'est comme c'est plein de sentiments et d'émotions d'avoir fraudé soi-même et les autres là, qui peuvent arriver, qui peuvent surgir. Et puis pourtant, il y en a plein qui l'ont fait. Comme je disais au début, Jeff Foster l'a fait. Et d'un autre côté, t'en as que dès le début mettent les choses claires là-dessus. Dont la belle Claudette, là, qui dit dans beaucoup de ses vidéos et qui explique l'aspect non-duel que l'ego disparaît pas parce qu'il n'a jamais été une erreur. Ça n'a jamais été une tare. Ceux qui croient ça, s'il vous plaît, remettez en doute le fait que si vous croyez ça, c'est peut-être parce que vous ne voulez plus jamais souffrir. La souffrance n'est plus la même quand on souffre, mais qu'on sait ce qu'on est véritablement. C'est pas la même affaire. Ma rage a enduré des cancers, il y en a plein d'éveillés qui sont morts, puis ça va continuer pareil. On ne va pas arrêter l'égrégore inconscient, général, qu'on a mis en place en tant qu'esprit, qui est que après le passage ici d'expérimentation, ça meurt, et ça passe par le corps physique apparemment. Ça, personne ne va l'arrêter, là. Ça va s'arrêter un jour, mais force est de constater qu'on n'en est pas là, je pense. Fait que c'est ça, je pense que j'ai arrêté d'exprimer beaucoup parce que je suis venue avec une espèce de doute de si j'ai pas à un moment donné créé de la confusion dans l'esprit des gens. Parce qu'il y en avait en moi-même sur ça, sur est-ce que j'ai malencontreusement promulgué l'idée qu'il y a une planque spirituelle à atteindre. Je sais que je l'ai faite en 2010, mais en 2015, quand la deuxième expérience, où j'étais pourtant en état de présence impersonnelle, quand ça a éclaté en 1000 miettes, c'est fondu dans le tout, et j'ai pu voir que le tout non manifesté produit la dualité qui est « je suis quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un » ou « je suis une personne, je suis l'esprit, je suis un corps, je suis un esprit », toutes ces dualités-là
C'est quand ça est venu clair que j'ai dû changer ma perception. En fait, qu'elle s'est changée tout seul et que là, j'ai été un peu comme en observation, en retrait et en émotion aussi parfois de me dire c'est vraiment pas ce qui est véhiculé. C'est vraiment pas ce que malheureusement la majorité des chercheurs pensent que c'est. Et je veux pas raconter ça non plus pour casser les illusions. De toute façon, les gens ont des illusions pareilles, puis il est fort probable que tout un chacun continue de croire et d'expérimenter ce qu'il y a à se faire. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais moi, je veux que ça soit clair. Je veux que ce soit clair le fait que on peut parler des difficultés apparentes qu'on a en tant que personne, dans les souffrances émotionnelles, les pensées, les mécanismes qui sont encore là, qui s'amenuisent ou pas, qui se défont ou pas, et le faire en conscience et en connaissance de cause, de source, de ce qu'on est en tant que la source. Ce qu'on est en tant que la source n'a pas besoin de défaire l'ego. Et l'ego n'a pas besoin d'être défait pour connaître la source. Ça voudrait dire que la source est tributaire de plus petit qu'elle. C'est complètement ridicule. Ces deux modes qui un jour se rencontrent ou pas. Le mode de l'ego, de la perception et de la fragmentation qui peut rester toute notre vie sans jamais qu'on se rencontre en tant que plus vaste, en tant que être-té pur. Et des fois, l'être-té pur se rencontre toute jeune, avant même que l'ego se forme. Et il va se former pareil, c'est de l'ordre des choses. Et les deux vont se balancer, comme ça m'est arrivé très souvent pendant que j'étais jeune. Des grands moments d'extase où j'étais rien et tout. Et le lendemain, une terreur d'être Christine qui allait à l'école parce que je me faisais rire de moi quand j'étais petite. Un n'empêchait pas l'autre. Les deux sont la même médaille dans le jeu des contraires, dans la manifestation. C'est ça, c'est juste ça. Je veux juste pas entretenir quoi que ce soit d'ambiguïté à propos d'une supposée planque ou de quelque chose à atteindre. C'est un chemin, se connaître soi-même comme ce qu'on est, pour voir un peu mieux que les états et les mécanismes qui me permettent d'expérimenter peuvent être souffrants, mais qui font partie de ce que je suis parce que c'est le passage, c'est le chemin et c'est l'expérience qui a été acceptée comme ça. C'est comme devenu obligatoire de me rendre compte de ça maintenant, puis de l'annoncer comme ça, dans le sens où si je reprends un quelconque exercice, si je vais vers l'écriture d'un deuxième livre, ou si je vais plutôt faire des rencontres, ou si je fais quelque chose, ou si je fais rien, ou si... Ça va juste être de votre faute si vous entretenez l'idée que j'ai atteint une planque X, puis que c'est ça la vraie affaire. Parce que c'est important, j'ai pas le goût de jouer aux jeux que je vois partout qui sont, je vais leur inventer qu'il y a de quoi atteindre qui est wow à jamais. Puis ils vont voir juste cette facette-là et ils vont oublier que c'est humain quand même, puis que ça fait des choses humaines, puis qu'il y a des problèmes humains qui arrivent et je peux être en train de vouloir acheter quelque chose, une maison, une affaire, puis qu'il y a quelque chose qui me barre le chemin et qui est là, qui fait naître des émotions. La vie humaine. La vie humaine. Ça disparaît pas, ça. C'est une foutaise de... Ça fait que c'est ça. C'est là où j'en suis présentement et qu'il était important que je fasse le point là-dessus parce que je pourrais pas continuer ou du moins recommencer ou peu importe, l'avenir pouvait pas avoir des choses qui se mettent en place dans le partage si j'étais pas certaine que ça c'est bien clair. Et je veux juste finir en disant, gardez du discernement. Gardez du discernement. Quand vous allez entendre quelqu'un en satsang, quand vous écoutez quelque chose, quand vous optez pour un livre X, quand vous avez 200 $ à perdre pour aller faire un week-end avec des gens ou quoi, si ce que vous ressentez de cette personne-là, c'est une impression qu'elle vous laisse qu'il y a quelque chose à atteindre qui est définitif
et l'ego est une mauvaise chose à mettre de côté, comme si la vie s'était trompée, courez. Prenez vos jambes à votre cou, restez, observez et revenez à la présence à la présence consciente que vous êtes en tant que présence impersonnelle, pour ressentir que vous n'êtes pas une erreur, peu importe les modes d'expression que vous prenez ou que vous utilisez. Tu sais, mon ami, je suis avec un ami dernièrement qui me disait, qui vit lui aussi cette présence-là, et qui fait même des ateliers d'intégration de la présence, et qui me disait, je trouve quelque chose qui est tellement merveilleux, c'est que, en quelque part, s'il y a quelque chose à atteindre, j'ai bien dit ici, ce serait plutôt d'atteindre un état où cette roue-là qui s'est faite permet une souplesse énorme dans la manifestation, dans comment les choses vont s'exprimer. Il n'y a plus de différence entre être en tant que personnel et être en tant qu'impersonnel. Parce que la boucle est bouclée, les états de dualité sont réunis, parce qu'on se sait être l'absolu, et non pas ni un état ni l'autre, ni personnel ni impersonnel. Et pourtant, personnel et impersonnel. Voilà. Je vous dis bye bye et à bientôt.